Re-salut tout le monde, re-salut Roger, re-salut Catherine. Re-salut à toi, re-salut à tous. Re-salut à tout le monde. Deuxième petit débrief de la journée, après le constat et les analyses des résultats d'hier, on voulait parler des enjeux de la semaine à venir. Des enjeux à mon sens dont le mot premier doit être le mot de résistance. Notamment face à une extrême droite qui est vraiment à deux doigts de prendre le pouvoir. Pour résumer très rapidement la situation, vous avez il y a 577 circonscriptions en France, il y en a quelques-unes, on va dire un peu moins d'une centaine, enfin 60 à peu près, où il y a eu des élections au premier tour, 40 pour le Rassemblement national et puis une vingtaine pour le nouveau Front populaire. Dans tout le reste, il y a ou des duels ou des triangulaires, et même quelques-unes avec des quadrangulaires. L'enjeu, c'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir un désistement systématique des candidats du camp macroniste dans le cadre triangulaire, il y en a plus de 300, pour le candidat du nouveau Front populaire contre le Rassemblement national, ou vice-versa, désistement du nouveau Front populaire pour Renaissance, pour empêcher le Rassemblement national d'avoir un député. Et deuxièmement, qu'est-ce que vont faire les électeurs ? Est-ce que les électeurs, notamment du camp macroniste, vont se reporter sur les candidats du nouveau Front populaire pour faire battre le Rassemblement national, et vice-versa? Est-ce que le nouveau Front populaire, les électeurs du Front populaire vont faire battre le Rassemblement national en allant voter éventuellement pour un candidat macroniste? Je dis que c'est parfois un peu complexe parce qu'on a vu ces dernières semaines, voire ces dernières années, à la fois le camp macroniste expliquait que les deux extrêmes c'était pareil, que LFI c'était tout aussi horrible que le Rassemblement national. Certains d'ailleurs continuent de tenir aujourd'hui cette ligne. Franchement, je trouve j'ai même pas les mots en fait pour dire le dégoût que ça provoque chez moi, que de mettre sur le même plan la France insoumise et le Rassemblement national. Mais d'un autre côté, ça fait aussi maintenant des années que certaines personnalités de gauche mettent à égalité parfois, et c'est très dangereux, le Rassemblement national et le parti macroniste. Enfin, on a entendu des choses en disant tout ça en fait c'est du pareil au même, il faut tous les dégager, etc. Et donc effectivement aujourd'hui, comme c'est à mon sens des dynamiques et des constructions politiques qui se sont ancrées chez les électeurs à la fois macronistes et de gauche, on peut se demander si une semaine va suffire en fait à passer par-dessus ce genre de réaction et de réflexe pour aller empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir. Mais encore une fois, la première chose, ce sont les désistements. Et quand je vois l'irresponsabilité absolue de certains responsables politiques, notamment du côté de chez Emmanuel Macron, on a déjà entendu Aurore Berger, Bruno Le Maire, des députés, etc., dire ni LFI, ni machin. Je suis là, mais honnêtement, ces gens ne sont pas à la hauteur de l'histoire qui est en train de s'écrire, ne sont pas à la hauteur du péril brun qui est devant nous. Ils continuent à jouer avec le feu, sauf que là, la moitié de la maison est déjà en feu. Catherine, Roger, un petit commentaire ? Ce que je trouve qui est compliqué dans cette histoire, c'est on s'est opposé, je sais pas si on s'est opposé à l'identification du Front populaire à l'extrême gauche, en refusant le parallèle extrême gauche extrême droite, et donc en refusant l'histoire des extrêmes. Moi, je pense qu'on ne devait pas accepter le parallèle entre extrême gauche et extrême droite. C'est-à-dire, la France insoumise hier soir s'est présentée comme d'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon, quand il fait son meeting à la République, il met à côté de lui Rima Hassan et Olivier Besancenot, il dit « Je suis l'extrême gauche ». Clairement. Mais l'extrême gauche, ce n'est pas l'extrême droite. Voilà. Ce que je veux juste dire là, c'est que je pense que
Il y a une tradition d'extrême gauche en France qui, en plus de cela, n'est pas la tradition d'extrême gauche de l'Allemagne ou de l'Italie. L'extrême gauche française n'a pas prôné la lutte armée, n'est pas passée à la lutte armée. Donc il y a une tradition très radicale anticapitaliste qui a été historiquement incarnée par le NPA, lutte ouvrière, etc. Je pense que la France insoumise maintenant assume, alors que ce n'était pas du tout le cas avant, mais assume plus clairement son positionnement à l'extrême gauche. Olivier Besancenot n'est pas arrivé à côté de Jean-Luc Mélenchon par hasard hier soir. Il n'est pas candidat, il n'est même pas représentant d'un parti. Il est juste une figure de l'extrême gauche. Rima Hassan n'a pas de responsabilité dans la France insoumise. Elle est à côté de Jean-Luc Mélenchon, pas parce qu'elle l'a décidé, c'est parce que c'est l'idée que Jean-Luc Mélenchon veut passer « je suis l'extrême gauche ». Moi, je pense que tu as raison de poser le problème. Oui. Tu as raison de poser le problème. C'est pas un problème. Hein, ce que je veux dire, c'est que je n'accepte pas le parallèle extrême gauche et extrême droite. Ça, je ne le tolère pas. L'extrême gauche en France fait partie de la tradition démocratique, révolutionnaire, ouverte à la conquête des droits, à l'histoire du monde, vous voyez, à l'histoire de la République. Et l'identification de l'extrême gauche et de l'extrême droite est une infamie. Une infamie, c'est inacceptable historiquement, c'est inacceptable politiquement, c'est inacceptable moralement. Mais en même temps, il faut bien prendre conscience que l'extrême gauche fait partie de la gauche, mais n'est pas toute la gauche. Et nous avons là un problème dans la semaine, qui est que y a quand même le feu à la maison. Et qu'il faut, de ce point de vue, être très attentif à ne pas se tromper, j'allais dire, de cible, d'objectif. Parce que si on regarde un peu les chiffres, le Rassemblement national est en tête dans 297 circonscriptions. Le nouveau Front populaire en tête dans 159 circonscriptions. Le problème, c'est que compte tenu de l'effondrement du bloc central et de l'augmentation de la participation, on sait que le seuil d'accès aux fameux 12,5% des inscrits est considérablement baissé. Et donc, nous nous trouvons dans une situation où on va avoir, sur le papier, on a 307 triangulaires qui vont avoir lieu. Non, possible. Non, mais 307 potentiellement. Oui. Il y a 307 circonscriptions où trois candidats ont dépassé le seuil des 12,5% des inscrits. Avec donc un Rassemblement national en tête dans 297 circonscriptions et un Front populaire qui est en tête dans beaucoup moins de circonscriptions. Et donc toute la question, ça va être désormais non pas de valoriser la gauche de gauche ou la gauche la plus à gauche, la gauche qui ne, qui a des muscles, etc. C'est rassembler toute la gauche et au-delà de la gauche contre le seul danger véritable qui n'est pas l'extrême gauche mais qui est l'extrême droite. Et de ce point de vue-là, tout ce qui tend à cultiver les clivages, qui tend à repousser, qui tend à inquiéter, qui tend à alimenter ce qui est inacceptable, c'est-à-dire tous les procès qui sont faits au Front populaire depuis quelque temps, antisémitisme, radicalité débile, etc., etc., violence, d'une certaine manière, tout ça, ça doit être impérativement, j'allais dire, écarté. Car l'objectif, ça reste sur le papier, il est possible d'éviter, j'allais dire, la catastrophe, mais à condition d'avoir
la plus grande responsabilité possible. Ensuite, nous verrons. Juste revenir sur... tu as parlé de Jean-Luc Mélenchon hier soir. Moi, j'ai quand même noté aussi, et je pense que c'est important de le dire, que Jean-Luc Mélenchon a validé l'idée qui avait été proposée par Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Verts, et par Olivier Faure du Parti socialiste, de se retirer systématiquement lorsqu'on était en troisième position et que le RN était premier. Et c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'au départ, il n'avait rien dit. Ça fait une semaine que Marine Tondelier et Olivier Faure le disent, et lui, il est arrivé hier, et en gros, il s'est couché devant Marine Tondelier. Non, mais j'aime bien dire que genre, en fait, non, parce que les gens disent, en fait, ce que j'aime pas, je vais te dire, c'est le récit selon lequel Jean-Luc Mélenchon, hier soir, à 20h12, aurait décidé tout seul que les nouveaux Front Populaires, machin. Bah non, en fait, c'est pas ça l'histoire qui a été écrite. L'histoire, c'est que c'est Marine Tondelier en premier qui l'a dit, qui a fait un courrier, et derrière Olivier Faure qui a validé, et Fabien Roussel aussi. Voilà. Et que c'est important de le raconter comme ça, et de dire que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en dernier. Oui, d'accord, mais c'est pas couché. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est juste... C'était pour être pas très sympathique. Mais il a pris ses responsabilités. Voilà, il était à la hauteur de la gauche qu'on attend. Voilà, c'était bien parce que c'était pas la position qu'il avait prise lors des 2 scrutins présidentiels où il n'avait pas appelé à voter pour Emmanuel Macron, mais il avait dit qu'il ne fallait pas voter pour l'extrême droite. Ce qui était le début, la position de la France Insoumise la semaine dernière était aucune voix pour le Rassemblement national. Exactement. Et hier soir... Ce qui est une sorte de nini. Parce que aucune voix, ça peut être ou l'abstention. Ça pourrait, mais là, justement, il a dépassé cette position. Tout à fait. C'est une évolution, c'est à la hauteur du problème. Voilà. Et là, il y a eu une évolution. Voilà, j'en suis fort aise et je pense que c'était pas possible qu'il en soit autrement, à vrai dire, parce que quand même, les lignes de force aussi de l'électorat de la France Insoumise, c'est des endroits où ça va être particulièrement difficile pour les habitants, pour les territoires. C'est-à-dire que je pense que est-ce que le Front National va maintenir ses subventions, par exemple, aux projets de rénovation urbaine, au logement social, à la politique d'insertion, etc. Comment vous dire ? C'est pas sûr, quoi. C'est-à-dire, au-delà de la question du rapport avec la police, du racisme débridé, etc., dans les politiques publiques concrètes dans ces territoires, ça va castagner si le Front National gagne. Donc, je pense qu'il n'était pas possible pour un parti qui a ses forces dans ces territoires, de dire ni ou pas une voix, mais pas faire concrètement les actes politiques qui vont permettre de limiter le nombre d'élus Front National. Est-ce que... Enfin, moi, j'ai quelque chose à ajouter, tu vois, mais qui est en lien avec la démocratie. Hier, parce que j'étais sur un plateau télé et ça revient très souvent, les gens qui disent bah oui, mais bon, les gens, ils ont voté. J'ai entendu ce matin dans le métro, tu vois, c'est la démocratie, c'est comme ça, machin. Bah moi, je suis désolé, mais je pense que ce n'est pas la démocratie. Voter pour l'extrême droite, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, ce n'est pas juste le vote. C'est un des paramètres de la démocratie, qui est un paramètre d'ailleurs très important, la liberté du vote, mais ça ne peut pas être... on ne peut pas se satisfaire en fait que des gens votent pour un parti qui précisément va revenir sur nombre de bases qui aujourd'hui fondent notre démocratie, à commencer par les libertés publiques. Sans liberté publique, il n'y a pas de démocratie. Tu auras beau pouvoir aller voter, il n'y a pas de démocratie. D'ailleurs, et c'est d'ailleurs assez intéressant, les gens en Russie, par exemple, qui a un pouvoir hautement autoritaire et que d'aucuns qualifient d'illibéral, en Russie, les élections... De ce que je lis des expertises internationales au moment des votes, ne sont pas réellement truquées. Elles ne sont pas truquées. C'est juste que les gens, ils vont voter, puis ils votent pour Vladimir Poutine. Le seul problème, c'est que derrière,
tout ce qui fait la démocratie, c'est-à-dire une presse indépendante et critique, des outils d'éducation populaire, la possibilité en fait d'avoir des partis d'opposition et de pouvoir exprimer et donc voter pour le Rassemblement national, ça ne devrait pas être autorisé, c'est ça que tu... C'est pas ça que je dis. Ben, c'est pas démocratique. Ben, je dis juste que il faut faire attention, dire le peuple s'exprime par une élection un dimanche, c'est bon, on a fait la démocratie est sauvée. Non. Le peuple n'est pas souverain juste parce qu'il s'exprime, juste parce qu'il va mettre un bulletin dans l'urne un dimanche. Au fond, tu rappelles quelque chose qu'on ne doit pas oublier cette semaine, qui est que la tradition française, c'est pas simplement la tradition de la démocratie, c'est aussi la tradition de la République. La démocratie, effectivement, ça naît en 1789 de l'idée que il faut passer du pouvoir d'un seul à un pouvoir attribué à tous, à l'époque à tous et pas à toutes, mais d'un pouvoir attribué à tous, le pouvoir populaire. Ça, c'est la base de la démocratie. Mais la démocratie, d'une certaine manière, c'est une procédure. Et à côté de la démocratie, il y a la République. Et la République, c'est la chose publique. C'est la capacité à vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut s'appuyer de manière à la fois intellectuelle et concrète sur des valeurs. Et les valeurs, on les connaît. Elles sont inscrites sur tous les frontons et il ne faudrait pas qu'on laisse la patine du temps recouvrir les trois mots de liberté, d'égalité, de fraternité, qu'on peut appeler autrement. Hein. Ça peut être égalité, citoyenneté et solidarité, peu importe. Mais la République, c'est des valeurs. Démocratie et République, c'est ça qui fait l'originalité de l'histoire française, c'est ce que nous devons valoriser dans cette semaine-là, parce que ce qui risque de se produire, c'est justement que quelque chose se casse. Entre une démocratie, on va consulter le peuple par exemple des procédures référendaires bidons, et on va oublier que les procédures de vote de la démocratie, c'est pour pouvoir vivre ensemble, et qu'on ne peut pas vivre ensemble si on ne s'appuie pas sur les valeurs qui sont celles de la République. Et donc, à un moment donné, ce qu'il faudra choisir dimanche prochain, c'est aussi savoir si on maintient ce mariage de la démocratie et de la République avec ses valeurs. Voilà. Alors, moi, je voudrais dire encore une autre chose qui n'est pas simple. Mais franchement, ici, on peut parler de choses qui ne sont pas celles sur les plateaux télé, quoi. L'avantage de Regard, c'est d'être un espace qui n'est pas très important, pas très influent auprès du grand public. On peut peut-être se dire des choses qui sont... Vas-y. Bon, j'y vais. Le problème qui est posé par l'espèce de front républicain qui est en train de se monter pour empêcher l'extrême droite d'avoir le pouvoir, c'est le débouché, la suite de l'histoire. Parce que moi, depuis hier soir, je suis estomaquée par le choix qu'a fait Mélenchon de se présenter tel qu'il s'est présenté dans sa prise de position, puis place de la République. Et que donc c'est une décision assumée, lisible et donc puissante. Dans ce moment-là, je veux dire, il n'y a aucun doute que je ne pense pas que ça a été discuté nulle part. Hein. Je suis bien certaine que c'est sa responsabilité, c'est sa décision. Il aurait pu avoir un autre choix, que tout le monde aurait trouvé ça formidable. Il fait celui-là, tout le monde va trouver ça formidable. Bien. Le problème que moi je vois poindre, c'est cette idée de grande coalition. C'est-à-dire cette idée qu'on va rassembler en général ils mettent l'AFI en dehors. Alors bon, on peut discuter de pourquoi ils mettent l'AFI en dehors, mais c'est pas exactement ça mon problème. Mon problème, c'est qu'on continue d'aggraver le problème. C'est que la proposition qui est faite face à la poussée de l'extrême droite est une proposition qui continue
de nous mettre dans une merde profonde. Profonde. Oui, technique, en fait, moi je pense que technique, ça marche pas vraiment, parce qu'en France, il n'y a pas de technique véritablement, parce que les techniques, ils sont de droite. Hein. Tous les gens qui sont sortis comme étant des gens techniques, Raffarin, Larcher, Christine Lagarde, non mais tu rigoles, quoi. C'est tous des gens de droite. La technique, c'est de droite. Bon, donc ne parlons pas de ça. Mais en tout cas, cette idée d'avoir un truc des gens raisonnables, de la nécessité face au Rassemblement national de tous s'unir sur des éléments assez simples du programme, de programmatique, pas sur tout, mais sur une partie des éléments qui pourraient nous réunir, etc. Pour moi, c'est consternant. C'est-à-dire qu'en ce sens, je le dis franchement, je pense que Mélenchon n'a pas joué la victoire du Front populaire la semaine prochaine, en mettant tous ces marqueurs en avant. Il ne joue pas la victoire du Front populaire parce qu'il ne veut pas d'une solution qui serait une solution de grande coalition. Et je ne peux pas lui donner tort. Je trouve ça consternant que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Mais la réponse face au retour du Front national, qui serait une grande coalition, parce que le Front populaire ne peut pas être majoritaire tout seul, donc la réponse c'est une grande coalition. Pour moi, cette réponse-là, elle enquiste le problème, elle l'aggrave profondément. C'est-à-dire qu'on continue dans la même voie des politiques qui nous ont mis dans la merde sur tous les sujets, elle continue la politique du mépris, elle continue cette politique qui est rejetée. Donc voilà, c'est ça que moi je ressens. Je ne sais pas comment vous le sentez, j'ose le dire ici, parce que c'est une question, évidemment, encore une fois j'ai dit, Mélenchon ne pouvait pas prendre une autre position que on fait barrage contre le Front National, parce que politiquement tu t'en remets pas si tu n'as pas fait tout ce que tu pouvais pour officiellement barrer la route au Rassemblement national, mais parallèlement, il fait ce qu'il a fait hier soir, qui en fait est une manière de rendre ça impossible. Mais dimanche, il faut rassembler sans limite pour stopper la marche en avant du Rassemblement national, mais dans la foulée, la réponse n'est certainement pas le consensus mou, comme on dit parfois, ou la démarche de la grande coalition qui, on l'a vu d'ailleurs dans nos pays. On a combien de temps pour dire ce qu'il faut faire? Ce que je veux dire, c'est que du coup, tu ouvres une boîte de Pandore dramatique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Mélenchon, ce qu'il fait, c'est il dit on bloque le Front National et il rend impossible la grande coalition. Non, oui, mais parce qu'il rend impossible le fait qu'il y ait une autre solution. Il faut empêcher que le Rassemblement national ait entre les mains tous les instruments pour développer la politique, le projet qui mûrit dans l'extrême droite, encore une fois en France, mais aussi à l'échelle européenne et au-delà. Il faut empêcher que cela puisse se déployer, se mettre en œuvre, parce que quand on s'engage dans cette voie, on le sait historiquement, on sait quand on commence, on ne sait jamais quand ça finit et comment ça finit. Et nous n'avons pas... En fait, la question que tu poses, je pense que la question de la grande coalition, parce que c'est Emmanuel Macron qui a fait cette espèce de proposition hier dans la nuit, en disant... Ils sont tous en train de raconter ça. On va prendre 4 mesures, je sais pas quoi... Stupide. Je pense que c'est pas le sujet. Le problème, c'est que... bien sûr qu'il faut s'opposer à l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. La question, c'est... en fait, pour moi, il y a le cadre, justement, démocratique. Aujourd'hui, il est complètement parti à volo. Plus personne, et quand je dis plus personne, c'est plus aucune institution, que ce soit les institutions de l'État ou les institutions représentatives ou les institutions que sont les partis et même les syndicats, etc., arrivent en fait à organiser la politique dans notre pays. Et moi, je pense qu'en fait, au bout d'un moment, et d'ailleurs, je me suis dit qu'à un moment, ce serait peut-être le rôle d'Emmanuel Macron, parce qu'il est président de la République, il ne veut pas se représenter en 2027, donc peut-être qu'il pourrait prendre un peu de hauteur en tant qu'institution lui-même. Hein, il est président. C'est très particulier d'être à la fois une personne et une institution à soi tout seul. Et bien, qu'il pourrait dire, bon, je prends un peu de hauteur et j'essaye d'organiser la démocratie pour que,
après moi ou pendant mon mandat, ça puisse marcher. C'est pas le choix qu'il a fait de façon évidente. Mais en vérité, c'est ça qu'il faudrait. C'est-à-dire se donner la possibilité, pendant 1 an ou 2 ans, je sais pas si c'est possible tu vois, qu'il n'y ait plus de réformes, moi c'est même pas un gouvernement technique, j'en ai rien à foutre, enfin c'est pas ça le sujet, mais qu'il y ait une reconstruction en fait d'une démocratie dans qui soit un minimum saine, avec un clivage gauche-droite, avec des débats, des machins, donner la possibilité, peut-être 1 an, tu vas te dire il y aura des élections législatives dans 1 an, on a 1 an en fait pour faire que on ait un débat démocratique digne de ce nom. Ça paraît complètement utopique parce qu'on est dans un moment où tout le monde se fout sur la gueule, etc. Mais je vois pas en fait comment on pourrait éviter de se poser au moins cette question-là, tu vois. Comment est-ce qu'on fait pour, quand on est de gauche, même quand on est de gauche radicale, même quand on est d'extrême gauche, pour pouvoir se dire tiens, on va vivre avec un mec de droite sur le même territoire. Pas d'extrême droite. Eux, il faut les sortir du cadre, mais genre avec un mec de droite. Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut même parfois construire des choses ensemble? J'ai pas dit construire un programme de réforme ou je sais pas quoi, tu vois, mais coexister, que ce soit à l'Assemblée nationale et même dans le même immeuble. Tu vois, est-ce que c'est possible? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus possible. Les gens, ils veulent plus vivre avec des gens de droite lorsqu'ils sont de gauche. Et quand ils sont de droite, ils veulent plus vivre avec des gens de gauche dans leur immeuble, dans leur entourage, et encore moins à l'Assemblée nationale. Et ben, je pense que c'est pas possible. Je pense que jamais le Front populaire ou la gauche ne sera pas majoritaire, mais unique à l'Assemblée nationale. Il n'y aura jamais 100% des Français qui seront Front populaire, tu vois. Et on va pas mettre les autres au goulag. Donc va falloir trouver un moyen de pouvoir accepter leur existence et même discuter avec eux. Quoi, un truc il rigole. Non, mais je Est-ce qu'on peut simplement mettre Simonet, Corbière et Hendrik Dévy au goulag? Dernière petite question. Puisque on va quand même pas mettre ça sous le tapis. Je veux dire, c'est quand même aussi dans les problèmes qui se sont posés de l'entre-deux-tours, enfin avant les élections, c'est que tous les députés qui avaient ouvert leur clapet sur les problèmes de démocratie interne, d'Adrien Quatennens, de Hamas, etc., ont été purgés. Bon, ils sont sortis en dehors de Raquel Garrido, ils sont sortis vainqueurs du premier tour, que Simonet, elle sort avec 42% et Verzelletti, ancienne secrétaire confédérale, ils sont allés chercher une secrétaire confédérale pour mettre devant Danielle Simonet, mais au secours, quoi. Elle fait 22%. Corbière, mais attendez, Corbière, si tu voulais avoir ton imprimature, je suis du clan Mélenchon, t'allais faire campagne contre Corbière. Ils ont sorti, mais la foule de députés qui, au lieu de s'occuper de leur circonscription, sont venus se battre contre Corbière. Et ils ont sorti Assa Traoré. Mais franchement, le combat d'Assa Traoré, c'est pas le combat de savoir si c'est Corbière ou je sais pas comment elle s'appelle, la dissidente Sabrina Ali Ben Ali. Ils ont d'un seul coup, Édouard Louis et de la Gannerie se sont retrouvés des ardeurs militantes. Ils sont venus distribuer des tracts dans les rues passantes de Montreuil, ce qu'ils n'ont jamais dû faire depuis très 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 longtemps. Mais là, il fallait qu'ils viennent montrer leur présence et leur Mais enfin, c'est incroyable. Franchement, je trouve ça incroyable ce qui s'est passé contre Corbière. Ils ont fait d'un objectif central de battre Corbière, ils ont mis tous les députés qu'ils ont pu, et les Obono, et les Oman, et les Chikirou, tous sont venus pour faire campagne contre Alexis Corbière. Non, mais Daniel Simonet aussi, ils ont aussi. Oui, non, mais Daniel Simonet, ils ont. Mais en fait, je pense que vraiment Corbière, c'était la cible principale, hein, parce que le poids symbolique de Corbière était encore plus grand que celui de Daniel. Ah, okay. Voilà. Et là, ils en sont à dire qu'ils vont pas se désister, alors qu'ils ont été battus. Non, mais c'est dément. Je rappelle en passant que c'est quand même une tradition importante à gauche. Lorsque on arrive deuxième et que le premier est de gauche, on se désiste. Mais bien entendu, ça s'est toujours fait, même dans des périodes qui étaient des périodes de conflictualité extrême. Par exemple, entre communistes et socialistes.
Ça s'est toujours fait. Mais cela dit, tu as raison de poser la question. Hein. Quelle question j'ai posée? Je ne sais pas, je vais surtout exprimer ma colère. La question de... Oui, mais la pourquoi question... pourquoi ils font quelque ça chose qui pousse loin dans la conception de la politique et la conception de la gauche. Là, dans cette semaine, l'objectif, c'est empêcher la machine infernale d'avancer. Voilà. Mais il ne faut pas se cacher que même si l'on réussit à empêcher cette machine, à stopper cette machine infernale, il ne faut pas se cacher de l'importance, de la profondeur du travail de reconstruction, de refondation qu'il faudra accomplir. Il y a des choses qui, dans ce qui se produit en ce moment, sont positives de ce point de vue-là. La mise en mouvement en bas des initiatives de citoyens, des initiatives, la mobilisation des associations, des syndicats, enfin, il y a quelque chose qui pousse dans la bonne direction. Mais encore faudra-t-il en tirer des conséquences sur le long terme, et pas simplement le temps d'une élection, le temps d'un entre-deux tours. Et ça va poser des tas de problèmes de retissage, la sociabilité, du lien social, des liens entre le social et le politique, et ça va nécessiter quelque chose que l'on oublie un peu trop souvent. On est content quand on fait l'union, mais on oublie qu'on fait l'union et il y a de longues plages dans lesquelles il n'y a pas d'union et on se tape dessus. On fait l'union, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas la culture de l'union. Et si on n'a pas la culture de l'union, à un moment ou à un autre, la gauche ne peut pas être conforme à ses valeurs et par conséquent, elle ne peut pas être crédible et par conséquent, elle ne peut pas aspirer véritablement à la direction des affaires. Voilà. Et ça, d'une façon ou d'une autre, il faudra qu'on y travaille à cette question. Tu as le problème de l'union, comme tu dis, mais là, en l'occurrence, ce qui s'est passé en interne de l'AFI, ce n'est pas un problème de l'union. C'est un problème de culture, du débat, de la société. Voilà, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas le problème de l'union. L'union, c'est plutôt avec les forces, des autres forces politiques ou avec les autres forces sociales. Mais là, en l'occurrence, ce que je dis, c'est que de la même manière que Mélenchon s'assume d'extrême gauche, il importe de façon claire des pratiques d'extrême gauche que toute l'extrême gauche n'a pas, parce que le NPA, par exemple, qui était anciennement la Ligue communiste révolutionnaire, n'avait pas ce mode de traitement du conflit politique. C'est une partie de l'extrême gauche qui a un mode de conflit politique extrêmement violent et autoritaire, hérité de la grande gloire des années 50 du stalinisme au Parti communiste. Et bien, le lambertisme est héritier de ça, et je suis totalement désolée de constater que c'est ça qui se fait, et ça qui se fait avec conscience, approbation, accord, appui des autres députés qui sont venus. Parce que pourquoi ils sont venus alors qu'ils avaient à faire autre chose? Ils étaient en campagne électorale. Antoine Léaumont, il n'est pas dans une circonscription les doigts dans le nez quand même. Pourquoi il est venu là? Parce que ce qu'il fallait, c'était montrer qu'on en était. C'est-à-dire que la preuve, il faut faire la preuve de sa détermination, qu'on est, tu vois, et du coup, Caténin, il ose écrire que Ruffin, il faut qu'il aille adhérer au Rassemblement National. Non, je m'excuse, c'est une politique dans laquelle il faut que tu fasses la preuve que dans l'adversité, tu tiens, et là, l'adversaire, c'était Alexis Corbière. Éric Coquerel, il s'est abstenu de quoi que ce soit pendant cette période. Mais quand j'ai dit culture de l'union, moi, c'est pas culture de l'union entre des organisations. Culture de l'union, pour moi, c'est une question qui va bien au-delà de la question du rapport entre les organisations. C'est comment, dans la société politique, mais dans la société en général, on peut être à la fois spécifique, être ce qu'on est, ce qu'on a décidé d'être, ce qu'on a envie d'être, et en même temps, à tout moment, attentif à ce qu'on peut avoir en commun. Et pas tantôt valoriser ce qu'on est, tantôt, voilà. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je me moque parce que tantôt refermer sur l'identité, tantôt Jean-Luc Mélenchon fait des discours. Ça va au-delà de la gauche. Non, mais Mélenchon fait des discours sur l'humanisme. Tu vois qu'on serait les porteurs de l'humanisme, c'est-à-dire mais il faut l'être soi-même. Voilà, humaniste pour en parler. Voilà, il faut l'être soi-même et considérer que ça, ce n'est pas une question comme ça philosophique générale, mais que ça
irriguent les pratiques. Et on n'est pas humaniste quand on dresse des bûchers, qu'on y met ses petits copains sur le bûcher pour les faire griller tranquillement. Jusqu'à ce qu'ils ne vont pas griller parce qu'ils vont gagner. Ils sont Voilà. coriaces. Ils sont coriaces. Et ils vont gagner. Et c'est ce que nous avions souhaité dans une de nos newsletters. Eh bien, sur ce, on continuera à suivre ce qui va se passer. Je rappelle que le dépôt des candidatures pour le second tour, c'est demain, mardi à 18h. Donc, on va voir quel désistement va y avoir, quels sont les récits qui vont être racontés par chacune des familles politiques. Mais surtout, cette semaine, résistez bien. Ciao, ciao!